Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu exceptionnelle avec Anthony, Margot et Gabriel qui acceptent pour nous de revenir sur la naissance de Gabriel ici chez eux à la maison et une naissance que j'ai eu le privilège d'accompagner. Donc aujourd'hui, c'est un joli jour pour faire cette vidéo parce qu'on est à la Saint-Valentin. Ça fait 2 mois et demi là, que Gabriel est arrivé. Et je vous propose donc de profiter de l'expérience de cette famille dans cette vidéo. Si c'est OK pour vous, j'aimerais bien que vous reveniez sur le choix. Le choix de cette naissance chez vous. Si c'est un truc qui a été évident, si c'est un truc, quelque chose pour lequel vous avez beaucoup hésité. Non, on n'a pas vraiment hésité. Alors comment ça s'est posé très exactement? Je crois que c'est en lien, dans ce qui me concerne, directement avec le parcours où on n'était pas censé pouvoir avoir un petit bébé, en tout cas pas du tout facilement. Et on devait passer par un protocole de FIV en fait en PMA. Et du coup, j'avais très très peur de cet aspect très très médicalisé, les piqûres dans le ventre, enfin tout m'angoissait terriblement, et à tel point d'ailleurs que juste avant de lancer le protocole, on avait dit on veut plus en fait. Et c'est là que Gabriel est arrivé naturellement. Et du coup, je crois que ça a été une telle joie de pouvoir réenvisager, me reconnecter à quelque chose de naturel, que je voulais tout faire naturel, le plus naturel possible. Comme une expérience d'hypermédicalisation, parce que la PMA, on peut dire que c'est l'hypermédicalisation de la conception. Pas déjà la médicalisation, normalement la conception elle n'est pas médicalisée. L'hypermédicalisation de la conception, et du coup à te dire, toi Margot en tout cas, c'est trop difficile pour moi. Je serais allée vers cette voie-là de toute façon, parce que du coup on a eu la chance on l'a pas vraiment fait ce parcours la PMA du coup grâce au fait que Gabriel est arrivé tout seul. Globalement c'est un peu qui on est aussi quoi, tout simplement. Ouais, après c'est vrai qu'au début je savais pas que c'était possible en fait. Pour moi c'était un truc un peu de voilà, j'avais pas les connaissances là-dessus, donc c'est vrai que la première fois qu'on m'en a parlé, moi j'étais contre, mais parce que je connaissais pas. Et donc je me suis renseigné en me disant ok, bon, alors elle me parle de ça, plutôt que de dire non et puis de pas se poser de questions, comme dans tout en général, quand ça intéresse vraiment l'un, l'autre se demande pourquoi. Donc donc voilà, j'ai commencé à regarder des documentaires, lire des choses, et puis et en fait ça m'a paru comme une évidence très rapidement que oui en effet, voire même pourquoi pas même ce qu'on appelle ANA, accouchement non assisté, c'est ça hein, oui, c'est ça. Ouais. Pousser l'intimité de la naissance même à être dans votre cocon et tous les deux. Ouais, ça paraissait de plus en plus envisageable, même jusque au côté un peu le plus extrême de la chose, quoi. Pourquoi pas. Et voilà, et donc au final c'est vrai que après c'était l'inverse, ça me paraissait tellement plus normal de faire comme ça, et que le reste me paraissait plutôt angoissant, quoi. C'est beau ça, donc tu es passé de la situation en fait de l'a priori, la naissance est à l'hôpital, mais une image, est-ce que je peux dire un formatage? Parce que tu avais toujours entendu parler de l'accouchement ou vu l'accouchement comme ça. Oui, en fait, c'est ça, ouais. À l'évidence que, non, en fait, ça va être à la maison. Ouais, exactement, ouais. Et ça, c'est des chemins que, donc Margot, tu as un petit peu dit, que vous avez traversé donc dans le processus possible de PMA, donc avant même la grossesse, en fait. Et puis toi, Anthony, au début de la grossesse, quand Margot était enceinte et tout ça. En fait, ça n'était pas de la réflexion, c'était... ça s'est posé comme ça, c'était quand je me projetais dans ce désir, et après, quand c'est devenu concret, c'était pas réfléchi, non, c'est comme ça que ça doit être, en fait. C'est plus une évolution. Ouais. Et après, t'as pas vraiment été contre non plus, ça a duré que quelques jours où c'était vraiment... Oui, laisse-moi le temps je comprends pas ce que tu me dis, j'ai jamais entendu parler de ça. Oui, c'est ça, ouais. Mais
mais voilà, du coup, non, tout s'est posé de manière quand même très fluide. Effectivement, tant et si bien qu'après, c'est Anthony qui me disait, quand on a un petit peu... c'était un petit peu compliqué de trouver du personnel pour nous accompagner au début, parce qu'en France... Enfin, je sais pas trop dans les autres pays, mais bon, ça il n'y a quand même pas énormément de... On n'encourage pas trop les sages-femmes à accompagner, donc avant qu'on te trouve, c'était compliqué. Et Anthony, c'est toi qui me disais, bon non, sinon on fait ça... Ouais. On fait ça entre nous, quoi, à la maison. Oui, en pesant le pour et le contre, je te dis en fait que c'est même mieux de le faire seul à la maison à ce moment-là que mal accompagné à l'hôpital. En fait, en gros, même si on n'est pas forcément mal accompagné à l'hôpital, mais disons qu'il y avait quand même beaucoup d'histoires qui ressortaient, qui n'avaient pas l'air d'être des cas isolés, et que même en fait les gens qui disaient que ça s'est bien passé, que ça se passait bien, quand on creusait un peu, ça s'est bien passé, raconte-moi, et en fait on se rendait compte qu'il y avait plein de trucs dans les détails où il y avait comme un voile en fait sur leur propre souvenir en fait, j'ai envie de dire, parce que quand ils racontent un peu ce qu'on appellerait des violences obstétricales, qui en fait passaient pour... Ça s'est passé comme ça, c'était normal parce qu'il fallait ça aussi, et puis en fait que non. Mais c'est ce qui fait qu'après, même quand on parlait d'un récit, disons positif, moi je voyais quand même de gens des choses où je me disais non, en fait ça c'est pas acceptable, ça non plus. Qui n'était pas acceptable pour toi. Voilà. Même dans un chemin, on va dire, d'accouchement classique, médicalisé, sans forcément de violence obstétricale, sans forcément de complications, il y a quand même des interventions. C'est que des choses qui me paraissaient pas naturelles en fait. Et au-delà de cet aspect peut-être un petit peu aussi réactionnaire où on veut éviter, forcément on veut éviter d'avoir des problèmes, on veut éviter de... Il y a aussi toute une poésie en fait, il y a un vrai truc qui se passe quand on lit les récits de naissance à la maison, on lit les... J'essaie depuis tout à l'heure de reconnecter avec l'élément qui a fait que j'ai su que c'était possible, comment la porte s'est ouverte. Je crois que c'était... Je crois que j'ai entendu parler d'un récit de naissance comme ça, où ça a démarré par des femmes qui vont raconter qu'elles ont accouché ou qu'elles avaient le projet d'accoucher à l'hôpital, mais ça arrivait avant dans la voiture. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans des moments comme ça? Qu'est-ce qu'on ressent? Et puis ah ben non, ça existe vraiment de faire le choix. Et puis oui, quand on lit ces récits-là, c'est incroyable. Il y a une poésie, il y a une beauté. C'est un nouveau continent en fait. C'est tout un nouveau continent. C'est énorme. C'est pour ça d'ailleurs que je reviens là-dessus, mais je vous remercie vraiment de témoigner. J'avais très envie de le faire si vous étiez d'accord, parce que je pense qu'il y a plein d'autres femmes, d'hommes et de couples, ne serait-ce que peut-être en voyant cette vidéo, qui vont se dire mais oui, c'est possible en fait. Ouais, c'est possible, et au-delà de c'est possible, je crois que c'est l'expérience la plus incroyable de ma vie. Au tout niveau, même j'ai envie de dire, bon ça c'est même spirituel en fait, on parle des passages, je sais pas, des rites de passage, c'est un vrai passage. C'est très très fou, depuis qu'on a fait ça à la maison, on a un côté où on a envie de le dire à tout le monde, genre mais c'est possible, mais faites-le, c'est incroyable, il faut absolument que vous le fassiez. Oui, quelque chose comme renseignez-vous, vous verrez que en fait la plupart des arguments qu'on nous dit à chaque fois, non en fait ça c'est pas forcément faux, mais ils ont peur de choses qui n'arrivent en pratique, pour ainsi dire, quasiment jamais. Et alors que par contre, à l'hôpital, à l'opposé, ça risque d'arriver beaucoup plus souvent. C'est peut-être de dire que s'il y a d'autres personnes pour qui ça paraît pas vibrer, sonner juste, quoi, cette médicalisation, de se dire « Ah, mais je suis pas sûre d'avoir envie de ça », il existe d'autres possibilités. Ouais. Juste la question est de quoi j'ai envie à ce moment-là. Est-ce que j'ai envie de pouvoir prendre mon temps? Est-ce que j'ai envie de cette expérience? De quelle manière j'ai envie de la vivre? Est-ce qu'au contraire je sais que j'aurai un peu peur, j'aurais plutôt besoin de... Et je pense que toutes les personnes qui ont envie de juste se dire mais je veux plonger dans cette rencontre au plus fort possible, je veux prendre mon temps, là oui, ça vaut le coup de se poser la question de l'accouchement à la maison, quoi. Moi c'est quelque chose que je propose régulièrement pour préparer un projet de naissance. Qui doit surtout pas, selon moi, être une liste des faits ou des choses matérielles qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Parce qu'il y a le mystère du comment ça va se passer. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Quelles émotions j'ai envie de traverser? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec mon compagnon aussi dans ce moment-là de la naissance, quoi. Oui, je saurais pas dire à ta place ce que tu as vécu, mais
c'est sûr que après, pour moi, c'était l'apprentissage aussi de beaucoup de choses en termes de lâcher prise et puis de rôle qu'on imagine et puis qu'en fait, en pratique, après, on se dit, ah non, en fait, ça va pas être, je vais pas pouvoir être contrôler tout, je peux être actif dans plein de choses, mais à un moment, c'est pas moi qui accouche quand même. Donc, qu'est-ce que tu t'étais imaginé, toi, Anthony Je sais pas, je me rappelle pas en fait ce que je me suis imaginé. C'est vrai qu'en général, j'essaie de pas trop avoir de projection sur des nouvelles situations pour éviter de me faire des fausses idées. Ouais, c'est déjà pas comme ça que tu fonctionnes d'habitude. Ouais. Mais tu t'étais préparé pour pouvoir faire des massages à Margot ou lui dire des choses fortes, l'aider à s'installer, je sais pas. Oui, il avait une espèce de ligne directrice dans ma tête là-dessus, en me disant qu'il fallait que j'évite de trop lui parler pendant, pour éviter qu'elle sorte de sa bulle, que ça soit, qu'en fait elle soit... ça pour moi c'était important qu'elle puisse vraiment se laisser aller à aller vers des choses qu'on appelle le vortex de la naissance. C'est ça, bien sûr. Et dans sa bulle, je pense que c'est une expression qui parle à tout le monde. Et donc pour moi ça c'était quand même très important, mais donc c'est déjà de base un rôle quand même qui se veut assez passif, dans le sens où... donc ne pas beaucoup parler, ça veut dire que moi je suis actif dans le fait de me dire, ok, non, là tu as envie de parler mais ne le fais pas. Okay. Oui, ça, de rester silencieux. C'est ça, voilà. C'est vrai. Mais donc en pratique, c'est ne pas faire grand-chose. Alors après, ce qui fait que accouchement à maison, ça veut dire que bon, il n'y aura personne qui va nous empêcher, par exemple, d'aller chercher un verre d'eau. Donc ça, j'allais chercher des verres d'eau tout le temps. Je ne sais plus, on avait calculé 4 litres, je crois, à peu près. Au moins 3 litres, c'est sûr. Donc ça faisait beaucoup. Mais tu te rends compte? Ça veut dire quand on dit on empêche une femme de boire pendant son accouchement, bon, ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui accouchent chez elles boivent 4 litres d'eau pendant leur accouchement, hein. Mais ça souligne quand même l'hérésie de dire à une femme qui accouche, non, vous n'avez pas le droit de boire. C'est un des trucs où j'ai fait que penser à ça, mais parce que moi, j'avais cette sensation de me dessécher de l'intérieur, il fallait que je boive en permanence, donc tu me tenais le verre avec la paille. Et je comprends pas comment elles font. Et en plus, ça c'est un truc typiquement que je pouvais pas prévoir, que j'allais vraiment littéralement mourir de soif tout le temps. Et je pense que chaque femme, elle va avoir des petits trucs comme ça qu'elle peut pas prévoir à l'avance. Et c'est sûr qu'à l'hôpital, quand on les découvre et qu'on voit, c'est... Voilà, c'était facile, oui, tu me servais beaucoup d'eau, mais... Ouais. Est-ce que tu veux dire que, enfin, vous voulez dire tous les deux que ce qui est bien, c'est que vous n'aviez pas la question intermédiaire. Margot, elle a soif. Il n'y a pas la question intermédiaire de est-ce que j'ai le droit d'aller lui chercher de l'eau, par exemple. On est chez nous, on est free, quoi. Elle veut, je fais, point. Ouais, c'est vrai que ça, c'est vraiment bien. J'avais préparé aussi des petites choses à manger. Bon, j'ai pas eu faim, mais c'était chouette aussi de pouvoir se sentir acteur, mais nous deux, en fait, parce que là, tu avais ta part clairement d'action là-dedans, dans la préparation de l'accouchement, mais très factuel en fait. Préparer le petit kit avec des compresses, avec des huiles par exemple, pour le périnée. Bon, je les ai complètement oubliées, mais c'est pas grave. Ou un gant dans le congélateur, ou alors, je sais pas, des petites énergie balls au chocolat. Préparer tout ça les semaines d'avant, ça permet aussi de... Ça constitue un peu un rituel. Ouais. Même si pas grand-chose de tout ça a été utilisé d'ailleurs. Pas du tout. Ouais, mais c'est ce que disait Margot, on peut pas savoir. Voilà. Oui, comme si on fait son nid pour bébé aussi, on lui prépare sa chambre. Et où est-ce que vous avez trouvé les informations alors du coup? Comment vous vous êtes préparé? Google. Ouais. Ouais, mais Google c'est limité. Tu tapes quoi? Tu tapes j'accouche à la maison? En gros. Ouais, après, des témoignages sur YouTube. Mais après, c'était beaucoup de groupes Facebook quand même. Ça, c'était le démarrage. Des groupes Facebook. Les groupes Facebook, c'est devenu une ressource énorme pour moi et pour le cododo, l'allaitement. Parce qu'il y a plein d'articles référencés, il y a des gens passionnés. Enfin, c'est vraiment pratique. Et donc, il y a des associations, il y a plein de ressources. Il y a des formations en ligne. On a pris une formation Quantique Mama. On a pris celle sur la préparation à la douleur. Ce qui m'a énormément aidée, c'est notre doula, Laure Doulam, qui est dans le 77. Elle a été présente avant, pendant et après vraiment la naissance. Évidemment, il y a eu toi, avec l'accompagnement, ton accompagnement, tes conseils, tout ce que tu as pu nous apprendre, et puis bien évidemment ta présence bienveillante aussi tout le long de cet enfantement.
J'ai fait aussi une retraite qui m'a fait rencontrer d'autres femmes, d'autres futures mamans, une retraite prénatale avec Santori Adoula, Andrea Malter dans le Morvan, donc ça c'était très précieux aussi avec beaucoup de clés. Dans les livres, alors il y a la BD, les BD de Lucille Gomez, La naissance, découvrir vos super pouvoirs, c'est vraiment génial à faire découvrir aux futures mamans et à tout leur entourage en fait qui décompose vraiment les principes de la naissance physiologique. Il y a toute la bibliographie de Michel Odent, Le bébé est un mammifère, mais plein d'autres livres et puis toutes ces interventions qu'on peut retrouver dans plein de documentaires. Le livre J'accouche bientôt, que faire de la douleur de Marie Tréolong, je ne sais pas si je le dis bien, qui était hyper précieux, qui donnait beaucoup de clés sur la compréhension de la douleur et de comment la gérer. Et puis Accoucher par soi-même, le guide de la naissance non assistée de Laura Kaplan. Alors ça, c'est le dernier bouquin que j'ai lu et je suis vraiment contente de l'avoir lu. Parce que il donne beaucoup de confiance et puis beaucoup de clés, il est vraiment génial. Et oui, il y a évidemment Intime Naissance, il est un petit peu dur à trouver, mais en fait c'est un recueil de plein de récits de papa et de maman qui ont fait un accouchement, un enfantement à domicile, à la maison, dans leur cocon, et c'est un super ouvrage. Oui, donc vous avez été quand même actif dans votre préparation. Ouais, c'est vrai qu'on a essayé d'être actif. En tout cas, disons que si on ne l'avait pas fait, on se serait peut-être senti un peu en panique parce qu'on n'avait rien préparé. Donc c'est peut-être plus ça. Mais en réalité, c'est vrai que je me suis rendu compte. Comment dire? Moi, en tant qu'homme, au moment de l'accouchement, donc il y avait ce côté qui n'était pas forcément fascinant. Le côté actif, pas actif. Et puis le côté voir celle qu'on aime souffrir. Voilà. Ouais, j'allais te demander de nous en parler. Ouais. Après, c'est là où il y a, je pense, une bonne nuance par rapport à l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital, finalement, on va se déresponsabiliser, en fait, de beaucoup de choses de l'accouchement. Ce qui fait que bon, on voit sa femme avoir mal aussi. Mais sauf qu'il y a tout un corps médical, péridurale en général, souvent. Oh bah oui, ouais. 90%, enfin 82% en France. Ah donc, oui. Et donc c'est vrai que voilà, tout ça qui fait que finalement ça enlève probablement un poids par rapport à ça quand on est à l'hôpital. Et que là on sait que personne va venir enlever la douleur, qu'il n'y aura rien. Voilà, ça va juste être comme c'est là, mais que ça va continuer jusqu'au moment de l'accouchement. Oui, c'est ça. À part l'accepter et l'accueillir, de toute façon, il n'y a pas de plan B, quoi. C'est ça. Ouais. Elle fait partie du processus. Exactement. Et donc, c'était un processus pour elle, ça c'est sûr. Et en fait, ça l'était aussi pour moi. De témoigner de ça, en fait, mais sans pouvoir faire grand-chose, à part qu'elle me serre la main très fort. Et voilà. Mais c'était tout, en fait. Ouais. Parce que je me rappelle, Anthony m'a souvent dit après, mais je faisais rien, en fait. Je me suis dit, putain, mais tu faisais trop de choses, en fait. Parce que la différence de douleur entre les contractions où je ne serrais pas sa main et les contractions où je serrais sa main, c'était énorme. Ouais. La douleur n'avait rien à voir, alors que c'est bizarre, c'est pas rationnel. C'est juste, je lui serrais la main, mais quand j'avais pas sa main, c'était tellement pire. Que non, c'était... la seule chose que j'attendais de toi, c'était que tu tiennes un espace, et en fait c'est la chose la plus fondamentale, la plus importante, tenir l'espace de sécurité, tenir l'espace de... Ouais, c'était... Et c'est ce que t'as fait de toute façon. Si on est très concrète, ça t'apportait quoi qu'Anthony soit là tout près de toi? Donc outre la différence dans ta perception de la douleur. Bon, il s'avère que de toute façon j'étais pas seule, il y avait toi, il y avait notre doula, et j'avais une confiance absolue en vous deux, et je me sentais très à l'aise avec vous deux. S'il y avait eu peut-être de la gêne ou quoi que ce soit par rapport à ça, je pense que j'aurais vraiment réussi à me décharger de ça sur Anthony, à me dire mais de toute façon j'ai pas à m'inquiéter, que ce soit les choses dont j'ai envie, ce sera respecté, les différentes positions, j'ai évolué dans un espace très réduit en fait. Et cet espace-là, il le tenait complètement. La phase de naissance vraiment proprement dite de Gabrielle, elle a été très longue dans l'histoire de sa naissance. Ça, c'est un truc, j'ai eu me renseigner à fond les ballons, lire plein de témoignages. C'est là que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas être prêt à tout, on ne peut pas tout anticiper. Cette phase donc d'accueil, de sortie aussi longue, je ne savais pas que c'était normal, possible. En fait, c'est grâce à toi quand j'ai compris que si c'était possible et que c'était probablement même une chance de pouvoir prendre son temps, de voir qu'Anthony même il allait voir ce qui se passait, puis il revenait, puis il me reprenait la main, et puis il me souriait,
tout va bien, quoi. Moi, j'essaye de... Dans mes préparations, je donnais l'image de l'homme comme étant l'ange gardien de sa compagne. À votre avis, Anthony, Margot, j'ai envie de vous demander quel trait de votre... Donc, ce sera forcément très personnel. Hein, ce que je vais vous demander, ça ne sera pas forcément reproductible, mais quel trait de votre personnalité ou de vos expériences de vie, de vos caractères vous ont servi? La course à pied. Ouais. En fait, quand on s'est rencontrés, on était tous les deux, on avait fait des marathons. Et on s'était donné un challenge de faire... non, tu l'avais déjà fait, toi, un 100 km de course à pied, quoi. Et donc, j'avais très envie de faire ça. On avait des rêves aussi de faire un Ironman, enfin des trucs de sport un peu sympas. Et je sais pas, toute ma préparation, je pensais à ça. Je pensais à ma préparation aux 100 km, comment gérer les kilomètres, prendre kilomètre après kilomètre, comment... J'arrêtais pas de penser à ça, ça me sonnait vraiment juste. Et ça, effectivement, c'est assez proche de courir un 100 km et d'accoucher. On a souvent fait l'analogie. Ouais. Il faut être endurant mentalement pour réussir à dépasser ses limites ou ce qu'on croit possible. Quand on va faire une course de 100 km, on ne s'entraîne jamais, on ne fait jamais 100 km à l'entraînement. Non. On ne le fait que ce jour-là. Oui. Ouais. Donc on se dépasse, on fait aussi quelque chose qu'on n'a jamais fait. Oui, et puis, puis il y a vraiment cette similitude, comment dire, qu'à un moment, en fait, dans une course comme ça, on va se dire qu'on a envie d'abandonner, qu'on a envie d'arrêter là, et en général, je sais pas, c'est au kilomètre 65, 70, je sais pas, dans ces eaux-là à peu près, et donc il reste encore pas mal de temps. Et que ça, c'est une espèce de notion à se rappeler, parce que quand on se dit en fait je peux plus, j'en peux plus, là, il faut que ça s'arrête maintenant, en fait non, il reste encore plusieurs heures, et en fait on peut les faire. On a conscience qu'on va rencontrer 1 million de versions de soi-même tout au long de la route, en fait, et que la personne qu'on va trouver à l'arrivée, on la connaît pas encore. Et ça peut être une piste aussi pour se préparer, alors du coup. Ouais. Mais pour moi, tout de suite, moi qui ne connais pas du tout la course de marathon ou l'endurance, mais il y a une grosse différence qui me vient, c'est que tu sais où elle est, la ligne d'arrivée. Et la sage-femme que je suis, dans une naissance, tu ne sais jamais où elle est, la ligne d'arrivée. Tu ne sais pas. Comme même dans tout le temps du process, si ça va être 8 heures, 12 heures, 15 heures, 30 heures. En tout cas, tu n'as pas la certitude que tu passeras la ligne d'arrivée à tel moment. Ok. Tout court. Ou tout court. Ou dans quel état. Mais ouais, non, c'est le fait de savoir que de toute façon, ce ne sera pas comme on pense que ça va être et qu'on sera une personne différente. Et il faut faire confiance à la personne qu'on sera à ce moment-là. Ah oui, ça me parle beaucoup. Là, je vois bien l'analogie. Parce que je trouvais que par rapport au sport, la comparaison, c'est pas juste se dépasser physiquement. Tu vois, accoucher. Mais là, par contre, ouais, ce que tu me dis, ça me parle beaucoup. De toute façon, je ne peux pas savoir qui je serai. Ça va me transformer en temps réel. Je ne sais pas qui je serai à ce moment-là, mais je me fais confiance. Enfin, on essaye. Oui, puis quelle que soit l'issue, il y a quelque chose à vivre. Ouais. On vit une expérience. En tant qu'individu, en dehors de la relation à notre enfant et de la rencontre à notre enfant, en tant qu'individu, ça a cette fonction-là. Moi, je l'ai vécu de manière mystique, quasiment, le truc. C'est un passage, comme ma naissance, ma mort le sera, la naissance de mon enfant et peut-être de mes enfants, c'est au moins à cette hauteur-là, quoi. Je revivrai rien d'aussi transformateur, d'aussi transcendant, d'aussi puissant. Et c'est une métamorphose. En fait, déjà la grossesse, j'avais l'impression que je faisais 10 ans de psychanalyse en 9 mois. Ça remet tout à jour, quoi. On doit traiter tous les dossiers, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je sais pas, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Et l'accouchement, ça passe par le corps, c'est tellement puissant que oui, on se transforme de toute façon. Et même, je dis pour moi parce que c'est passé par mon corps, mais je pense pour toi aussi. Même si tu l'as pas vécu dans la souffrance en dehors des mains que je broyais, peut-être. Oui, parce que Anthony, donc tu es devenu papa ce jour-là. À ton avis, aujourd'hui, avec 2 mois et demi de recul, dans le fait d'accueillir ton fils comme ça chez toi et d'avoir traversé ce passage de la naissance chez vous, est-ce que en quoi, à ton avis, ça a influencé ta façon de devenir papa? Tu n'étais pas papa avant, Gabriel est né, tu es devenu son papa. Est-ce que tu t'es senti tout de suite confiant, capable? Est-ce que tu as douté Confiant, je sais pas. Capable, oui, bizarrement, par contre. Parce qu'en fait, je n'avais jamais touché de bébé avant.
Non, non, moi, il me faisait peur. Donc, même quand des amis avaient des enfants, ça me stressait à l'idée qu'ils puissent me proposer de le prendre. De prendre, ouais. De toute façon, la réponse était de toute façon non, mais c'était gênant. Donc voilà. Et ce qui fait que, au final, tout a été assez naturel en fait avec Gabriel. Et donc, j'ai appris étape. Ouais, voilà, en me disant, de toute façon, essaye pas de voir la montagne que tu as devant toi, mais juste dis-toi que chaque étape, tu arriveras à les faire. Et qu'à un moment, bah, tu seras en haut, quoi. Bon, je suis pas en haut, mais je suis sur la montagne. Et puis en fait, chaque étape se passe plutôt bien pour l'instant. Et puis, en fait, ce qui est fondamental là-dedans, c'est qu'en fait, du moment où Gabriel est né et le moment où on a décidé qu'on avait envie de pointer le bout du nez dehors, c'est nous qui avons décidé quand on sortait de la maison, qu'on ouvrait la porte. C'est nous qui avons décidé quand... on peut décider de tout. On peut décider quand on décide de couper le cordon ou on attend qu'il tombe. D'en faire quelque chose de symbolique ou pas. On peut décider quand est-ce qu'on va le laver. Enfin, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais oui, le bébé il a une odeur quand il naît. D'ailleurs, moi j'adorais son odeur. L'odeur qu'il y avait, c'est dingue, ça me rendait folle. J'adorais cette odeur. Et je comprends les mamans qui ont envie. Il y a des témoignages, elles ont envie de lécher leurs enfants. Enfin, c'est des trucs très, très primitifs. Ouais, c'est... Très mammifère. Ouais. Et j'avais pas envie de le laver tout de suite, moi. Et puis en plus, je trouve ça très violent quand à l'hôpital, il l'essuie tout de suite très fortement pour qu'il soit le petit poupon qu'on voit dans les films, déjà tout rose, tout bien essuyé. Enfin, c'est horrible. J'avais envie de garder ça. Tous les gestes, en fait, au fur et à mesure, vous les avez mis en place et vous les avez faits au moment où vous en aviez, où c'était OK pour vous, vous en aviez, où l'envie venait de se dire tiens, là maintenant, on a envie de faire ce premier bain, de couper le cordon. Tant qu'on n'est pas sûr, on le fait pas. Oui, ça fait un côté un peu rigolo, en fait, vraiment relax, de se dire tiens. Parce qu'au début, on voulait le cordon, on voulait le couper bien après, puis finalement, arrivé à 7h du mat, au moment d'aller se coucher, on s'est dit que pour un côté pratique, à un moment, ça va être compliqué. On n'avait pas très bien anticipé le fait que ça allait être compliqué, quoi. On anticipe souvent mal les côtés pratiques. Mais bon, en tout cas, ouais, ça faisait déjà plusieurs heures, et c'était déjà quand même... Puis ça, je pense que ça a été très positif pour lui. Parce qu'on parle de comment est-ce que ça s'appelle ça, clampage tardif. Ouais. Clampage tardif ou du bébé lotus. Quand on regarde ça dans Google, clampage tardif, c'est le premier truc sur lequel on tombe, c'est clampage tardif, c'est quand c'est fait 2 minutes après. Et, 2 minutes. Ouais, c'est ce que j'avais trouvé en tout cas. Mais c'est rapide, ça me paraît rapide, mais. Ouais. Bah, en tout cas, bon, j'avais compris qu'en tout cas par rapport à ça, c'est visiblement la norme était quand même de le faire. De couper très rapidement, quoi. Alors que oui, c'est vrai qu'il y a quand même plein de choses qui circulent encore. Bah, ma question n'était pas du tout innocente, mais donc le fait comme ça de toi, tu dis Anthony, tu t'es tout de suite senti capable, étape par étape, voilà, et le fait de pouvoir mettre en place les gestes au moment où c'était OK vraiment pour vous, donc que tout soit aligné. Est-ce que vous pensez que ça joue dans le fait de devenir parent? Vous avez l'impression que vous doutez, c'est complexe comme question, mais par rapport à peut-être vos amis ou d'autres personnes que vous connaissez, est-ce que vous avez l'impression que vous doutez moins? En fait, on a parlé à personne, comme ça. Ah oui, vous n'êtes pas comparés du tout non plus. Non, en fait, on a... ça a eu cet avantage-là qu'on n'a pas beaucoup d'amis qui ont des enfants là. Ok. Voilà. Du coup, quelque part, ça a été une chance, en fait, parce qu'on ne s'est pas tellement comparés. Forcément, c'est un vrai raz-de-marée, en fait. J'avais tellement pas anticipé à quel point c'était un raz-de-marée l'arrivée d'un bébé, à tout niveau. Et du coup, le fait de ne pas avoir de regard extérieur et de se projeter dans ce regard, genre, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je ne sais pas faire ça aussi. Par exemple, la première fois qu'on a dû mettre une couche, on s'est regardé de manière un peu bête l'un et l'autre. Genre, tu sais faire? Non, toi, voilà. En fait, YouTube a été notre ami, les tutos YouTube, pour apprendre à mettre une couche. Donner un bain. Et en fait, à chaque fois, c'est vrai que... Bon, maintenant, je le dis de manière... On en rigole, je pense, mais on s'est senti un petit peu bête sur le coup. En fait, on a un enfant, on sait pas faire ça. Et en fait, c'est pas grave, en fait. Et en fait, c'est pas grave. Et il y a autre chose qui me vient dans ce que tu viens de dire, Margot, c'est qu'en fait, du coup, tous ces gestes-là, vous les avez faits ensemble. Oui. On va expérimenter ensemble. Waouh. Parce que ça, je pense que aussi, c'est bête, mais je veux le souligner, parce que c'est une super grosse différence quand tu accouches à la maternité. 2 heures après, tu vas dans ta chambre.
Mais si c'est la nuit ou que c'est en dehors des heures de visite, ben, ton chéri, il n'est pas avec toi. Hein. Donc tous les premiers gestes, la première couche, tout ce que tu viens de dire, tu le fais toute seule. Moi, je voulais rien faire toute seule parce que je crois que j'avais une forme de conscience, peut-être fausse, de croyance en tout cas, pas de conscience, que si jamais je commençais le chemin sans lui sur certaines choses, j'aurais vite fait de rentrer dans cette position un peu ce formatage un peu de c'est la femme qui sait et l'homme il sait pas changer, il a jamais changé une couche, l'homme il sait pas faire ci, l'homme il sait pas faire ça, et je voulais surtout éviter de rentrer là-dedans et d'alimenter quoi que ce soit dans ce schéma-là, et même d'y tomber un petit peu par mégarde en fait. Donc limite je voulais, ça me tenait à cœur que certaines choses il les fasse même avant moi en fait. Et en plus, je suis en train de réfléchir que souvent, même la réalité à l'hôpital, c'est que c'est quelqu'un du personnel qui va faire le premier geste. Je pense que même la première couche, c'est pas le papa qui la met. C'est ni la maman ni le papa. C'est infantile, ouais. Voilà, c'était une petite aparté, un petit témoignage personnel, mais qui me paraît très fort dans ce que vous témoignez, vous, de votre expérience. C'est au-delà de l'aspect pratique et pragmatique, il y a une symbolique, et puis dans la façon dont on se construit en tant que parent, qui est super fort, quoi. Ouais, parce que tu parlais de la montagne, mais c'est vrai que il n'y a pas un seul moment depuis que Gabriel est né où j'ai pas eu la sensation qu'on n'était pas côte à côte en fait, dans quoi que ce soit. Et ça, c'est vrai que c'est assez magique. Ouais, c'est beau. Bah justement, c'était ma dernière question, elle est en lien avec ça. Par rapport à votre relation de couple, à votre lien en tant que couple, vous êtes devenu un couple de parents. Quelle influence, si vous pensez qu'il y a une influence, le fait d'avoir accueilli Gabriel chez lui, chez vous, et d'avoir depuis sans arrêt été côte à côte pour vous construire comme parents, quelle influence vous pensez que ça peut avoir d'avoir vécu ça ensemble? C'est difficile de mettre des mots dessus. Peut-être que 2 mois de recul, c'est pas beaucoup. Moi, en ce qui me concerne, si, il y a un truc qui est évident. Oh non! Le fait que quand on traverse ça physiquement, on est obligé de le vivre de manière... on le vit de manière intense et on est obligé de se laisser aller à cette intensité. Et comme on est obligé de se laisser aller à cette intensité, il faut s'attendre à avoir des comportements qui ne sont pas usuels dans une relation de couple. C'est rare que... À se montrer d'une façon sous un jour. Voilà. C'est rare que Anthony me voit en train de hurler à 4 pattes, de hurler 1000 morts. Enfin, voilà, c'est pas un truc... Et moi, d'accepter, toutes les peurs, en fait... que je pense que toutes les femmes ont au début par rapport à leur mari. J'ai pas envie de me faire caca dessus, j'ai pas envie de me vomir dessus, j'ai peur qu'il me voie dans un état... j'ai peur qu'il me voit plus comme une femme après. J'ai plein de trucs. Bon, j'ai traversé ça clairement. Mais en fait, il a fallu que je le traverse vraiment, que j'aille au bout du truc et que je le dépasse. Parce que je savais que si je voulais que ça fonctionne, il fallait que je me laisse aller à cette animalité-là et que j'aille au plus... Enfin, juste que je me pose pas ces questions-là qui allaient me faire rentrer dans mon cerveau, qui allaient m'empêcher de suivre le fil de l'enfantement, quoi. Donc ça, du coup, le fait de me mettre à nu totalement, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, hein, je pouvais avoir l'illusion qu'il me connaissait à 100%, en fait, non. Maintenant, je pense que je peux commencer à dire que tu me connais bien, depuis que tu m'as vu dans ce passage-là, en fait. Et ouais, ça a solidifié plein de choses au niveau de... j'ai jamais douté de lui, hein, de toute façon, jamais. Mais ça a renforcé, en tout cas, ouais. Ouais, la confiance et comme je te vois comme quelqu'un de tellement solide et ça a renforcé à quel point, ouais, pour moi, c'est un soutien très fort, Anthony, sur lequel vraiment je peux m'appuyer en toute confiance, quoi, parce que c'est ce qui s'est passé cette nuit-là. Moi, ce que j'ai entendu de ce que Margot a dit, c'est que finalement, elle s'est tellement mise à poil, quoi. Enfin, les dernières barrières de trucs où tu ne penses pas que tu pourrais te montrer comme ça devant ton amoureux. Ouais. Tu lâches tellement que ça a agrandi le champ des possibles, ce qui est possible à traverser dans votre future vie de couple, en fait. On va vraiment encore pouvoir traverser des choses très, très grandes ensemble. Ouais. Même si tu le sais... Là, tu l'as vécu, quoi. Ouais. En fait, ouais, c'est ça, c'est dans cette notion de mise à nu. Alors, pour elle, c'était forcément complet.
Et à partir du moment en fait, où on est dans une relation où on a un qui se livre vraiment complètement, nous on émet aussi beaucoup moins de réserve sur soi-même, sur la façon dont on va communiquer aussi, c'est n'importe quoi. Alors que si par contre on sent une retenue, et après j'aurais pu aussi moi en avoir un peu, mais bon, la question s'est vraiment pas posée, mais par contre c'est vrai qu'il y a cet effet-là en fait qui a été quand même assez important sur le coup, je pense. Et puis comment dire, ouais, et puis bon, après je trouve qu'on a été quand même plutôt calme, enfin autant que possible dans une situation, c'est comme ça quoi. Donc c'est vrai que je n'ai pas de recul sur ça, je ne sais pas. non mais c'est suffit quand même. Et ouais, donc ce qui fait que derrière on voit son couple aussi de façon assez toujours sereine en fait, justement par rapport à ça, en disant bon bah puisqu'on a passé ça, c'est souvent dans des événements assez extraordinaires que bon, les gens se révèlent ou voilà, et donc ce qui fait que de ce point de vue là aussi ça a été très positif. Ouais, je suis d'accord. Pas seulement dans le couple, hein, dans les relations humaines en général. Quand on vit des choses très fortes, pas forcément des épreuves, des très grandes joies aussi, il y a des relations qui se révèlent, des comportements qui... Ouais. J'étais pas seule une seconde. Ouais. Alors que pourtant, paradoxalement, c'est dans notre corps que ça se passe. Oui, on dit, c'est bien la femme qui accouche, quoi. Ouais. Non, parce que déjà, quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait, j'étais pas toute seule, mais il y avait aussi bébé et que j'ai des phases dans la période pendant l'accouchement, il a fallu que j'aille vraiment quelque part à le chercher, mais que j'aille le prendre par la main et l'amener. J'ai eu ça aussi avec toi, où j'avais besoin de ça. Donc non, on n'est pas tout seul. Heureusement. Mais c'est vrai que, enfin, juste, ça me rappelle une réflexion que je m'étais faite par rapport à la différence avec l'hôpital, et que en fait, à l'hôpital, je pense qu'en tout cas pour moi, ça aurait été assez différent. Je suis souvent justement sur un peu la retenue par rapport à des étrangers, en gros, et que bon, à l'hôpital, on ne va pas forcément connaître, même si on a eu des rendez-vous avant. Tout le personnel soignant. Quoi. Ouais, la personne, Donc je pense que moi, ça m'aurait... j'aurais eu du mal à surpasser ça pour juste être pleinement qui je suis. Toi-même. Et au moment de la rencontre avec Gabriel, ça aurait été, je pense, assez différent. Quoi. Alors que là, ça a vraiment été très fluide, alors que je suis quelqu'un d'assez réservé. Quoi. Donc ouais, ça c'est vrai que je pense que ça aide beaucoup aussi pour ça. Et donc... En fait, dans ma relation avec Gabriel aussi, pour le coup, quoi. Beaucoup de choses se sont jouées à ce moment-là. J'ai ce souvenir. En fait, le moment vraiment où il est sorti de moi, c'est bizarre, j'ai comme des flashs, comme des photos, pas comme un... C'est très bizarre ce moment dans mon souvenir. Bref. Et je sais juste que je l'ai posé sur le... Mon premier mouvement, je l'ai posé parce que c'est comme si je m'autorisais pas à juste le porter contre moi, à me dire... il fallait que je crois que c'est ça que j'ai fait, je l'ai posé, je t'ai regardé genre c'est bon, il va bien, je peux le prendre, et tu m'as fait oui, j'ai fait très très bien. Je l'ai pris et là et c'était génial parce que je sais pas ce qui s'est passé, comme si toi et Nadoula vous étiez transportés à un moment où vous étiez avec moi, et quand Gabriel est sorti après, je vous ai vu sur le canapé complètement en retrait, et là sur la scène en fait il n'y avait plus que toi, moi et Gabriel, avec tout cet espace totalement libre, avec pas de notion de temps, pas de notion d'impératif, rien, juste ça y est, tout est en place, tout est bien. Ouais, ça apprend que tout est parfaitement bien, quoi. Tout est juste, tout se passe bien, enfin, il faut avoir confiance. J'espère que je vais garder cette croyance-là avec son éducation plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je mettrai dans la description toutes les références des préparations à la naissance et des livres qui ont été cités. Et je remercie une fois encore Gabriel et ses parents, Margot et Anthony, de nous avoir fait à tous le cadeau de ce beau témoignage. À bientôt.